les particularités des SCI afin de gérer et d'optimiser la gestion de votre parc immobilier. Je me présente, Brice Loncle, expert comptable associé et directeur du pôle SCI du réseau Contacom. Nous allons ce matin, en quelques chiffres, vous présenter le cabinet, le réseau. C'est 33 ans d'expérience, 500 collaborateurs à votre service sur 50 implantations au niveau national. Pour rentrer dans le vif du sujet concernant les SCI, nous allons avoir 9 parties qui vont nous permettre d'appréhender l'ensemble des aspects juridiques et fiscaux de cette forme juridique qu'est la société civile immobilière. Qu'est-ce qu'une SCI? C'est une société civile, une personne morale, qui est organisée par le droit civil et qui n'a pas pour conséquence de procurer la qualité de commerçant, ni à son gérant, ni à ses associés. Point important, les associés sont indéfiniment, mais non solidaires, des dettes de la société. Ce qui veut dire que le patrimoine personnel est exposé en cas de difficulté, contrairement à une société commerciale type SARL ou SAS. Autre particularité, l'objet social, objet immobilier, c'est-à-dire dédié à la réalisation d'objectifs en relation avec l'immobilier, qui peut être associé d'une SCI. Deux types de personnes, les personnes physiques, en nom propre, vous, moi, ou une personne morale, c'est-à-dire une société, à la condition que les statuts de la SCI au moment de la création le permettent. Rappel, le nombre minimum d'associés dans une SCI est de 2. Il n'y a pas de maximum. Concernant les personnes physiques mineures, non émancipées, il faut savoir que l'autorisation des représentants légaux, des parents notamment, est obligatoire. Pour les actes tels que l'acquisition ou la vente d'immeubles, l'intervention du juge des tutelles est nécessaire pour un enfant mineur avec un parent seul. Il faut également savoir que les revenus distribués doivent être versés sur un compte ouvert au nom du mineur. En cas d'emprunt, il est nécessaire d'obtenir la rénonciation de la poursuite du mineur associé de la part de la banque. Donc, on peut voir à travers cette slide que le fait d'associer en pleine propriété, on y reviendra tout à l'heure, un mineur, complexifie les opérations et n'est pas forcément, on va dire, attrayant. Et on va voir un autre dispositif tout à l'heure qui nous permet d'intégrer les enfants sans toutes ces contraintes. Comment créer sa SCI? La SCI sera dictée en fait par les statuts et c'est les différentes clauses des statuts qui vont permettre et gérer le fonctionnement de l'entreprise et entre les associés. Les statuts, c'est un acte sous seing privé ou un acte notarié qui comment est dicté par la loi et avec des mentions obligatoires. Il y a tout d'abord la forme, donc société civile immobilière, l'objet qui doit être civil, comme la location nue par exemple, la durée qui est limitée à 99 ans, le siège social doit y être indiqué, la dénomination sociale, le capital et sa répartition, les modalités de cession de parts entre les associés et les modalités de fonctionnement de la société, à savoir nomination du gérant, fonctionnement des assemblées et de répartition de bénéfices, modalités de modification des statuts. Donc voilà, ce sont ici des clauses limitatives qui sont à inclure dans les statuts. Ensuite, une fois ces statuts rédigés, vous allez pouvoir intégrer des clauses bien spécifiques sur notamment la répartition du résultat entre les associés et également entre les nus propriétaires ou les usufruitiers. On en reviendra tout à l'heure. Une fois ces statuts réalisés, vous aurez plusieurs opérations à opérer, notamment le dépôt du capital à la banque, capital social. Vous devrez rédiger une attestation de domiciliation du siège social avec un justificatif de la propriété des locaux de la part du propriétaire. Une autre attestation, une attestation de non-condamnation et de filiation des associés sera à joindre et deux formulaires seront à remplir, le formulaire M0 et le formulaire M'BE.
Vous devrez également faire apparaître dans un journal d'annonces légales une, un article, détaillant en fait les opérations de cette SCI. Et enfin, l'ensemble de ces documents sera à déposer au greffe du tribunal de commerce avec les statuts. Il vous restera à faire les options fiscales auprès du service des impôts. Tout ceci peut paraître simple, mais il y a des pièges à éviter afin de ne pas être embêté par la suite dans le fonctionnement de votre entreprise, de votre SCI. La gérance, la gérance de la SCI. Le rôle du dirigeant est de gérer et représenter la société vis-à-vis des tiers. Ces pouvoirs sont dictés par, en général, les statuts de la société. Il faut savoir que le gérant engage par sa signature la SCI. Point important, via les statuts, ces pouvoirs peuvent être limités, c'est-à-dire que les associés peuvent euh, indiquer un plafond de signature dans la limite de, par exemple, 100 000 euros. Il ne pourra pas engager la société au-delà sans avoir euh, l'accord de l'unanimité, par exemple, des associés. Qui peut être gérant? Le gérant ne peut ne pas être associé. C'est une personne physique ou une personne morale type associé holding. Il est obligatoirement majeur capable ou mineur émancipé. Il ne doit pas avoir de condamnation à son actif, l'interdisant de gérer. Rappel des obligations, respecter la loi et la réglementation, rendre compte de sa gestion aux associés au minimum une fois par an, notamment à travers l'Assemblée générale. Il doit rédiger un rapport de gestion sur les exercices clos et tenir une comptabilité de la SCI. Sa nomination à la création, soit dans les statuts, soit par acte séparé dans un procès verbal. Sa nomination peut être effectuée par décision d'une assemblée générale ordinaire. La fin de ses fonctions, plusieurs motifs, l'arrivée du terme, la démission, le décès ou sa révocation. Il faut savoir qu'un gérant d'une SCI peut être rémunéré. S'il n'est pas rémunéré et si l'activité de la société est civile, le gérant ne cotise pas au RSI, actuellement Sécurité sociale des indépendants. Je rappelle que il est responsable civilement envers les associés et pénalement pour certains délits, notamment fraude fiscale ou abus de confiance. Pour quelles raisons créer une SCI? Même si je l'indique ici que la création et l'intérêt d'une SCI est avant tout patrimonial et non fiscal, on ne va pas se le cacher, elle est également fiscale. Nous allons le voir tout à l'heure par rapport aux différents régimes fiscaux possibles, à savoir l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. L'objectif premier d'une SCI est de détenir des biens immobiliers en commun. La SCI, effectivement, permet d'acheter un bien immobilier à plusieurs, chaque associé détenant des parts à hauteur de son apport. La SCI permet de se regrouper pour acquérir des biens immobiliers difficiles à acquérir individuellement. La SCI permet également de protéger ses biens immobiliers. Elle permet aux associés de séparer l'immobilier du patrimoine privé, notamment de la résidence principale, et des autres actifs en numéraire, assurance vie ou autre. La SCI ayant un patrimoine distinct de ses associés, il faut savoir que l'immeuble appartient à la SCI et non aux associés. Seules les parts sociales pourront être saisies par les créanciers. Pour les créanciers, cette situation est défavorable pour deux raisons. Toute cession de parts doit faire l'objet d'un agrément des autres associés de la SCI. Donc, en cas de pluralité d'associés, il sera aisé pour les associés en place de refuser, par exemple, de faire rentrer en tant qu'associé un établissement bancaire ou tout autre créancier. D'autre part, pour ces créanciers, cette situation est également défavorable puisque bien souvent, il y a une baisse de valeur des parts de 10 à 20% en l'absence d'une libre disposition de l'immeuble.
Autre intérêt de la SCI, c'est protéger tout simplement son conjoint. En cas d'indivision successorale, il faut savoir que l'unanimité est obligatoire pour les actes les plus importants. Et la loi de simplification et de modernisation a modifié le processus de vente d'un bien en indivision. Et c'est ce qui permet en fait aux indivisaires représentant au moins 2 tiers des droits de pouvoir prendre des décisions. Donc ce qui évite une unanimité souvent obligatoire dans le cadre d'une indivision. La SCI permet de définir les règles de fonctionnement d'agrément des associés. En cas de décès, ces clauses peuvent permettre à l'associé survivant de refuser l'entrée des héritiers. En cas de refus d'agrément, l'associé survivant devra indemniser les héritiers en rachetant les parts sociales. Le démembrement peut également être une solution. Autre intérêt, préparer la transmission de son patrimoine. 4 optimisations sont possibles dans le cadre d'une SCI. Tout d'abord, la transmission peut porter sur des fractions du capital et être échelonnée dans le temps. Vous détenez avec votre conjoint 100% des parts sociales de votre SCI et avec une valeur patrimoniale de 400 000 euros. Vous allez, si vous avez un enfant, pouvoir lui transmettre 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. C'est-à-dire que si vous commencez à transmettre aujourd'hui 100 000 euros par parent et par enfant, et dans l'hypothèse où il y a un enfant, vous allez pouvoir transmettre 200 000 euros dès à présent et 200 000 euros supplémentaires dans 15 ans. Donc ça, c'est le premier aspect positif, donc échelonner la transmission. Ensuite, la valeur des parts peut être inférieure à la valeur des immeubles, puisque nous pourrons déduire de l'actif tout simplement les emprunts, les dettes à l'actif, au passif de la SCI. Quatrième optimisation possible, la valeur des parts peut être diminuée d'un abattement pour illiquidité lorsque la capitale est fractionnée ou lorsque les statuts prévoient une clause d'agrément. Enfin, les parts sociales peuvent être démembrées. Qu'est-ce que le démembrement? Une part sociale en pleine propriété réunit 2 éléments. L'usus, c'est-à-dire l'usufruit, le droit de percevoir les fruits du bien. Et la pleine propriété réunit également l'abusus. Et l'abusus, c'est le droit de disposer du bien qui revient non pas à l'usufruitier, mais au nu propriétaire. Donc les parts sociales, 2 éléments, l'usufruit, la nue propriété. Et l'intérêt de la SCI et notamment d'une société, c'est de pouvoir transmettre très rapidement la nue propriété à ses enfants en général et de garder pour vous l'usufruit, c'est-à-dire les loyers, les fruits du bien pendant toute, euh, toute votre vie. Et le jour du décès de l'usufruitier, il y a réunion automatique de la nue propriété et de l'usufruit sans droit de succession pour vos ayants droit, pour vos héritiers. Plus tôt vous transmettrez à vos enfants la nue propriété de votre SCI, plus vous pourrez transmettre de l'immobilier ou des actifs à vos enfants. Si je prends le cas de la tranche, si vous avez entre 51 ans et 60 ans, si vous avez un actif immobilier qui vaut 100 000, vous allez pouvoir leur transmettre la nue propriété pour une valeur de 50 000 euros, c'est-à-dire 50%. Automatiquement, le jour de votre décès, qu'il intervienne dans 15 jours ou dans 40 ans, votre enfant bénéficiera de la réunion de l'usufruit et de la nue propriété sans droit de succession. Donc, plus tôt vous transmettrez une SCI, c'est-à-dire avec un actif, admettons, de 300 000 euros et un passif de 300 000 euros lié à l'emprunt que vous aurez contracté, bah, votre SCI vaudra seulement son capital social au début. Donc, vous pourrez transmettre pour quasiment 0 euros un actif immobilier à vos enfants en utilisant justement le démembrement des parts sociales. Pour tous ces aspects-là, n'hésitez pas à nous solliciter
pour étudier votre situation. Le gros avantage par rapport au point que nous évoquions en début de vidéo, c'est que nous pouvons transmettre la nue propriété à nos enfants mineurs sans l'intervention d'un juge des tutelles ou d'un tribunal pour valider en fait cette transmission. Alors que nous l'avons vu, il y a des opérations beaucoup plus complexes dans le cadre d'une transmission en pleine propriété des parts sociales à nos enfants. Donc, je privilégie, pour intégrer les enfants, la création d'une société, monsieur, madame, et assez rapidement, au bout de 6 mois en général, le démembrement des parts aux enfants. Sachant que ce démembrement ne peut pas se faire à la création de la SCI, mais dans un second temps. Nous allons désormais voir les différents régimes d'imposition de la SCI. Il en existe deux. Nous allons commencer par le principal, celui qui a le plus d'attrait auparavant, c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu au niveau des SCI, il n'est possible que pour les locations nues. Les revenus fonciers, c'est ce qui est le plus courant, notamment quand nous détenons un bien immobilier en propre. Vous allez avoir des revenus pour lesquels vous allez pouvoir déduire certaines charges. Les revenus des SCI sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Il n'est pas possible dans une SCI à l'IR de générer des recettes commerciales. Il est important de le rappeler, à savoir de la location meublée, par exemple, si elles sont supérieures à 10% des recettes totales de la SCI. Les conséquences sont assez lourdes, c'est notamment le passage à l'IS et toutes les conséquences fiscales qui vont avec. Donc, je le rappelle, il n'est pas possible de faire de la location meublée dans une SCI à l'impôt sur le revenu. Toutefois, il sera possible de le faire dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur les sociétés. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour les contribuables particuliers, les revenus sont déterminés avec les mêmes règles que les revenus fonciers et sont imposables à l'impôt sur le revenu. Ensuite, vous pourrez déduire certaines charges. Les charges déductibles sont les dépenses d'entretien de réparation, type amélioration. Donc, ce sont des dépenses acquittées pour le compte des locataires, restant définitivement à la charge du propriétaire. Ce sont également les provisions pour charges, les indemnités d'éviction, des frais de gestion, les primes d'assurance pour assurer votre bien et les intérêts de la dette. Je rappelle également qu'il y a des dépenses non admises en déduction, ce sont les dépenses de construction, les dépenses plus lourdes. Donc autant toutes les dépenses d'amélioration vont pouvoir passer en charge, tout ce qui va toucher à la structure et aux grosses œuvres ne seront pas déductibles de votre revenu, par contre viendront en déduction d'une plus-value éventuelle lors de la revente. Le résultat, le bénéfice de vos revenus fonciers sera taxé à l'impôt sur le revenu à votre tranche marginale. Pour un contribuable taxé à l'impôt sur le revenu dans la tranche à 30%, s'ajoutera 17,2% de CSG. Donc vous aurez une taxation globale sur le bénéfice de 47,2%. Le gros inconvénient des SCI à l'impôt sur le revenu ou le fait d'avoir en nom propre des revenus fonciers, c'est cette imposition très lourde, puisque de vos revenus, vous allez seulement finalement déduire la taxe foncière, les intérêts d'emprunt et les assurances, si on considère que le bien est récent et qu'il n'y aura pas de travaux pendant les premières années d'acquisition de votre bien. Donc c'est un régime très confiscatoire. Et je le rappelle ici, il faut savoir qu'au 1er janvier 2012, la CSG n'était que de 13,5%. Elle a progressé de 3,7% depuis. Je rappelle également qu'au 1er janvier 2012, vous bénéficiez d'abattements pour durée de détention qui permettaient au bout de 15 ans d'être exonéré sur la plus-value. Et on va le voir sur les diapositives à suivre, cette exonération est désormais totale à partir de 30 ans. Autre point, quand vous générez des déficits fonciers par rapport
à vos actifs, puisque dans le cadre de charges supérieures à vos loyers, notamment quand il y a des travaux, ces déficits sont imputables sur vos autres revenus dans la limite de 10 700 euros. Les déficits ne pouvant être imputés seront reportables pendant 10 ans. Ici, concernant l'imposition des plus-values pour les associés personnes physiques, je rappelle qu'en cas de cession d'un immeuble détenu par une SCI, c'est la durée de détention de l'immeuble que l'on retient pour le calcul des abattements. Ce sont en général les notaires qui calculent et déclarent les plus-values immobilières. Ils sont toutefois à redéclarer sur la déclaration de revenus que vous aurez à faire en mai à l'administration. Ici, je rappelle les règles de taxation de la plus-value. Deux types de taxation. La première, c'est l'impôt sur le revenu. C'est un forfait, c'est 19%. L'exonération est totale au bout de 22 ans. Vous avez la base CSG qui est de 17,2% qui sera exonérée au terme des 30 ans. Je vous le rappelle, au 1er janvier 2012, seulement 15 ans suffisaient pour être totalement exonéré d'impôt sur le revenu. Selon le régime applicable pour les associés personnes morales, en cas de vente d'un immeuble, c'est le régime des plus-values professionnelles qui s'appliquera et non pas le régime des plus-values des particuliers. Nous allons maintenant nous attarder sur l'impôt sur les sociétés. Ce régime, en quoi il consiste? Déjà, premièrement, il faut savoir que l'option est irrévocable. Elle peut être exercée dès la création de la SCI ou en cours de vie de celle-ci. Dans ce dernier cas de figure, il faut savoir que vous aurez deux choix possibles. Soit conserver la valeur d'origine des bâtiments et les amortir en faisant comme si l'amortissement avait été pratiqué dès l'origine. Dans ce cas, il n'y a pas de plus-value taxable à date de l'option d'IS. Soit inscrire les bâtiments dans les comptes de la SCI à la valeur réelle au jour de l'option en amortissant ensuite les bâtiments sur la base de cette valeur. La plus-value entre cette valeur actualisée et leur valeur d'origine sera imposable selon les règles des plus-values immobilières. Toutefois, cette survaleur pourra bénéficier de l'amortissement sur la durée de vie à venir du bien. Dans la SCI, à l'IS, le résultat est déterminé en tenant compte de la quasi-totalité des charges réelles. La différence avec une SCI à l'impôt sur le revenu où les charges sont limitatives. Ainsi, et c'est là gros intérêt de la SCI à l'IS, vous allez pouvoir amortir l'immeuble. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir comptabiliser une dépréciation de votre actif, même s'il n'est pas déprécié en réalité, mais vous allez pouvoir comptablement appliquer une dépréciation. Qu'est-ce que l'amortissement? En pratique, la durée d'amortissement du gros œuvre est variable entre 25 et 50 ans, voire plus s'il s'agit d'un immeuble de placement. Et la durée des amortissements, des agencements et des aménagements est environ de 10 à 25 ans. Le terrain, lui, n'est pas amortissable. Donc, pour la détermination du bénéfice de la SCI à l'IS, nous allons pouvoir déduire, vous le voyez, quasiment la totalité des charges, notamment, contrairement également à l'impôt sur les revenus, nous allons pouvoir déduire les travaux sur le gros œuvre au titre de l'amortissement. Les dividendes qu'elle génère sont également imposés, ce qui aboutit à une charge fiscale un peu plus lourde également. Donc, seule la détention de biens immobiliers via une SCI peut faire l'objet d'une option à l'IS. En effet, je le rappelle que si vous détenez un bien immobilier en nom propre, vous ne pourrez pas opter à l'impôt sur les sociétés. Vous serez systématiquement taxé et imposé suivant la catégorie des revenus fonciers. La contrepartie importante de l'amortissement que vous allez pouvoir générer au fil des ans est la génération lors de la vente d'une plus-value. Je prends le cas d'un bien que vous avez acheté pour 200 000 euros, que vous revendez au bout de 30 ans, qui sera totalement amorti comptablement dans votre bilan. Il sera indiqué pour une valeur à 0 euros. Donc, ce bien-là, si vous le revendez pour 300 000 euros, vous aurez une plus-value totale de 300 000 euros
qui sera taxable à ce moment-là. Le taux de l'impôt sur les sociétés. Il y a 2 taux. Vous avez tout d'abord un taux réduit à 15 pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 000 €. C'est ce qui est le cas, en général, de la majorité des, SCI que nous, gérons et par contre, lors de la plus-value, lors de la vente, vous allez générer un résultat exceptionnel qui va venir s'ajouter au bénéfice courant et qui, lui, sera taxable à 25 au-delà de 38 120 €. Là encore, j'ai voulu faire le parallèle avec, le taux d'imposition qui existait encore en 2012. Le taux d'imposition, en 2012 était de 33. Aujourd'hui, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, il n'est plus que de 25. Donc, on voit une évolution assez nette, finalement, du législateur, heu, vers les SCI à l'IS, puisqu'on économise 8 depuis, 2012 et à contrario, la CGL a augmenté, on l'a vu tout à l'heure, de 3,7 sur la même période. Je le rappelle, sur cette même période, nous étions exonérés à l'époque au-delà de 15 ans à l'impôt sur le revenu et maintenant au terme de 30 ans. Donc autant déjà depuis 2012, nous étions, plutôt à 100 vers les SCI à l'IS. Nous en sommes aujourd'hui convaincus et nous sommes même maintenant convaincus à 200 compte tenu de la baisse et du taux d'IS et également, de la mise en place de la flat tax qui permet une distribution de dividendes taxée à seulement à 30. Les SCI remplissent presque toujours les conditions prévues pour bénéficier du taux réduit à 15. Il y a une contrainte majeure, c'est la libération du capital à l'ouverture de votre société, d'où l'importance quand vous mettez un capital, mettez-le, mettez un montant modéré entre 500 et 1 000 €, mais déposez sur le compte en banque cette somme afin de pouvoir justifier auprès de l'administration, le fait de l'avoir libéré en totalité. Voilà pour ça. Une dernière, chose concernant les SCI à l'IS, vous n'êtes pas imposé à titre personnel, c'est la société qui paye son propre impôt. Vous serez toutefois taxé à titre personnel pour chaque euro que vous récupérerez de cette SCI. Cette taxation, c'est un dividende, est taxé à 30. Les premiers euros que vous retirez de cette SCI, correspondant à votre apport en compte courant d'associé ne seront pas taxés. C'est-à-dire que pour un bien que vous achetez pour 300 000 €, si vous apportez à titre personnel 100 000 € et la banque prête 200 000 €, les 100 premiers 1 000 € que vous voudrez retirer ne seront pas taxés. Choix entre l'IR et l'IS. Vous l'avez compris, l'IS, tout au long de la vie de la société, coûte moins cher puisque l'amortissement permet d'effacer un bénéfice taxable. Quand ce bénéfice est généré, seulement 15 d'impôt est ponctionné et payé par la société. En termes de trésorerie, encore une fois, la situation est plus favorable à l'IS car ce mode d'imposition permet de supporter un coût fiscal minimal pendant la durée d'amortissement de l'immeuble et pendant le remboursement des emprunts. Donc ce régime fiscal permet également de générer une meilleure capacité d'endettement par rapport à l'impôt sur le revenu. Donc, quelqu'un qui est prêt à accepter de payer l'impôt à la sortie ira plus facilement vers une SCI à l'IS. D'autant plus que à ce moment-là, lors de la plus-value, vous n'aurez pas de problème de financement de cet impôt puisque vous aurez encaissé le prix de l'immeuble avant son paiement. C'est essentiellement là tout l'intérêt de l'IS. Alors qu'à l'impôt sur le revenu, la plupart du temps, vous aurez des revenus qui viendront rembourser les emprunts sans générer de cash flow positif et même au contraire vont générer un impôt que vous n'avez pas
avant cet investissement. Donc aujourd'hui, la plupart du temps, si vous voulez générer un cash flow positif, nous allons privilégier la SCI à l'IS. Donc la SCI à l'IR, elle, paraîtra plus favorable si vous êtes patient, si vous acceptez de payer l'impôt tout au long de la durée de location et si vous avez une plus-value importante prévisible par rapport à l'achat de votre immeuble. En conclusion, l'IS permet de neutraliser l'impôt pendant la durée d'amortissement et engendre une imposition plus importante à la fin, alors que l'IR sera fiscalement et financièrement plus lourde pendant la mise en location. Une étude avec de multiples simulations peut permettre cet arbitrage, mais il est possible de conclure schématiquement que si un projet avec une plus-value à terme et dont la fiscalité des revenus est financièrement supportable, il est préférable de ne pas opter à l'IS. Si tu as un projet d'envergure où il y a une activité professionnelle, l'option l'IS permettra de minimiser les coûts de l'exploitation en acceptant de payer un impôt sur la cession. Quelques particularités des SCI. Les biens détenus par l'intermédiaire d'une SCI peuvent être moins valorisés pour l'IFI car ils sont moins liquides. L'IFI, je le rappelle, impôt sur la fortune immobilière. Point important, les résidences principales détenues par l'intermédiaire d'une SCI ne peuvent pas bénéficier de l'abattement de 30% pour cet impôt. Nous y reviendrons. Le montage qui consiste à être propriétaire de sa résidence principale par l'intermédiaire d'une SCI ne peut pas aboutir à la déduction fiscale des frais financiers ou travaux. Simple rappel. Une SCI qui exerce une activité commerciale, location meublée, représentant plus de 10% de ses recettes est d'office soumise à l'impôt sur les sociétés. J'évoque ce point ici par rapport aux changements qui ont été opérés depuis quelques mois, quelques années au niveau de la location meublée non professionnelle. Effectivement, depuis quelques mois, la situation des loueurs en meublé non professionnels s'est durcie puisque une nouvelle contrainte est intervenue, à savoir que automatiquement, vous basculez en location meublée professionnelle quand vos recettes de cette activité dépassent les revenus de votre foyer fiscal. Donc, on conseille de plus en plus, pour éviter ce dépassement, d'arbitrer une partie de votre patrimoine que vous détenez en nom propre en location meublée, de l'arbitrer vers une SCI à l'IS. Voilà pour cette parenthèse. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour pouvoir étudier votre situation. À l'impôt sur le revenu, autre particularité, il est déconseillé d'amortir les biens car les amortissements ne se déduisent pas. Nous l'avons déjà indiqué tout à l'heure. Nous allons ici aborder l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF depuis le 1er janvier 2018. Ce nouvel impôt a une assiette beaucoup plus restreinte et taxe essentiellement les redevables qui ont un patrimoine immobilier. Il s'agit d'un impôt annuel taxé au premier jour de l'année lorsque la valeur de votre patrimoine immobilier net est supérieure à 1 300 000 €. Le champ d'application. L'IFI ne touche que les personnes physiques et l'imposition est assise au niveau du foyer du redevable, c'est-à-dire que nous allons prendre par foyer l'ensemble des actifs immobiliers. Les personnes physiques imposables sont les personnes ayant, d'une part, leur domicile fiscal en France et sont imposables à raison de leur actif immobilier situé en France, mais également les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France qui seront tout de même taxées pour leurs biens situés en France. L'assiette de l'impôt, donc comme je vous disais, c'est la valeur nette des biens au 1er janvier de l'année. Ce sont les biens et droits immobiliers qui sont imposables. Ça représente vos actifs détenus en nom propre, les immeubles détenus dans le cadre d'une SCI, c'est-à-dire la valeur des SCI et notamment l'usufruit. Le nu propriétaire n'étant pas taxé à l'IFI.
Concernant les parts ou actions de société, la valeur vénale réelle nette des titres estimée au 1er janvier est corrigée afin d'isoler la fraction de cette valeur représentative des immeubles et droits immobiliers qui s'y trouvent. Il y a des règles euh, d'évaluation des biens, notamment par rapport à la résidence principale, un abattement de 30% qui peut être opéré sur cette résidence à condition qu'elle ne soit pas détenue dans le cadre d'une SCI. Les parts ou actions, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu, notamment si vous détenez des SCPI, des sociétés civiles réunissant oui, plusieurs associés. Je parlais tout à l'heure d'un actif net, puisque le passif grévant ces biens est déductible. Vous achetez aujourd'hui un actif immobilier pour 500 000 euros, vous faites appel à un emprunt pour 400 000 euros, seuls 100 000 euros seront à déclarer au titre de l'impôt sur la fortune. Certains biens sont exonérés de l'impôt sur la fortune immobilière. Il s'agit des biens immobiliers affectés à l'activité professionnelle. D'autres biens immobiliers tels que les bois, forêts et biens ruraux à long terme ou parts de GFA, de groupements forestiers, sont également limitativement déductibles, partiellement ou totalement. Nous rappelons ici le barème de l'impôt sur la fortune immobilière qui est de 0,5% entre 800 000 et 1,3 million et qui peut aller jusqu'à 1,5% pour le patrimoine supérieur à 10 millions d'euros. J'évoquais tout à l'heure un IFI qui se met en place au-delà d'un patrimoine supérieur à 1,3 million. Il faut savoir, et vous le voyez là, dès qu'on dépasse 1,3 million, il y a tout de même une taxation rétroactive pour votre patrimoine évalué entre 800 000 et 1,3 million, soit les 0,5% que nous voyons à l'écran. Ici, je vais vous présenter l'offre que propose Contacom à ses clients. Comme nous avons pu le voir, le régime fiscal de la SCI ne laisse pas la place à l'improvisation. L'administration fiscale est très attachée au respect des délais et au formalisme. Afin d'être sécurisé, il est indispensable d'être accompagné pour gérer ces contraintes. C'est pourquoi, depuis déjà quelques années, le cabinet Contacom a développé un pôle de compétences dédié exclusivement à l'activité des SCI. Quelles sont nos missions? Nous sommes mandatés pour que nous réalisions l'ensemble des formalités et déclarations fiscales relatives à l'activité du client. Il s'agit, et ça commence par là, de la création des statuts, des courriers d'options fiscales, de la déclaration de TVA en fonction de la qualité du locataire, les demandes de remboursement de TVA, l'alias fiscal, les comptes annuels, l'assistance à votre déclaration d'impôt à titre personnel et souvent également l'assistance au secrétariat juridique, notamment à la rédaction de l'Assemblée générale en fin d'année. Ici, vous avez un aperçu rapide des tarifs que nous proposons dans le cadre de la gestion d'une SCI, à savoir 400 euros hors taxes par an pour le prix de base avec un bien. Si vous souhaitez plus d'informations par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter au 02 43 64 17 17. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.